Macha Béranger avec vous jusqu'à 1h du matin. Entouré de Marie-Hélène Fauquet à la réalisation, assisté de Thomas Célin, de Victor Mutel, ainsi que de Rémi Quincé à la technique ce soir. Comme je vous l'ai annoncé hier, je reçois cette nuit avec beaucoup de plaisir Evelyne Thomas qui est venue nous raconter quelques-uns de ses étranges parcours et bien sûr répondre à vos questions au 01 45 24 7000 ainsi que par email adressé à macha.béranger@radiofrance.com. À tout de suite vite.
Evelyne Thomas. Bonsoir Macha. Je suis contente de vous revoir. Moi je suis très impressionnée d'être ici. Ah bon? Oui, parce que Macha c'est une voix, j'ai la chance de vous connaître parce que vous êtes venu souvent dans mes émissions, vous êtes soit fidèle, mais là venir dans ce studio mythique avec votre petite lampe blanche que j'imaginais en vous écoutant, et puis en vous voyant en vrai faire votre émission, c'est j'ai l'impression d'être face à un monstre sacré. Ah voilà, monstre sacré qui va bientôt s'en aller. Bon. Oh, on s'en va, mais on revient toujours, Macha. Evelyne, moi, c'est vrai que vous m'avez invité à vos émissions. C'est vrai que je vous ai trouvé absolument adorable. Et je suis assez fier parce qu'à l'époque, vous n'étiez pas du tout... vous ne vouliez pas faire des photos dans les magazines. C'est pas si vieux que ça. Et puis un jour, je me suis dit, allez, Evelyne, on va faire un super reportage. Et on a trouvé des robes de grands couturiers. On vous a maquillé, on vous a fait totalement glamour. Vous étiez assez contente d'ailleurs. Et vous disiez, c'est formidable, c'est la première fois que ça m'arrive. Parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un de très sobre dans la vie, hein, Evelyne Thomas. Oui. Là, vous êtes sans maquillage, sans fard, belle comme un cœur. C'est gentil. Et alors, à ce reportage, c'était très joli parce que c'est comme une petite fille assez éblouie. Oui, mais c'est un peu l'histoire de ma vie et c'est aussi ce que je raconte dans Voilà. le livre. C'est vrai que... Alors, vous venez, tout de suite on va le dire, pardon de vous couper, vous venez publier, vous faites votre réapparition et vous publiez un livre très beau qui s'appelle Entre vous et moi, publié chez Ramsay. Et là, vous racontez votre vérité. C'est-à-dire que j'ai voulu, face à un parcours assez éclectique de journaliste sérieuse, journaliste branchée et culturelle, qui passe ensuite au JT, chronique judiciaire pour les assises, dans la presse quotidienne régionale, puis après encore journaliste, et puis après animatrice d'une émission populaire. Quand même, vous êtes sortie de Sciences Po, oui, que tout le monde ne peut pas faire, on peut rentrer, pas forcément en sortir. J'ai un DEA avec un diplôme, presse écrite, chronique judiciaire, Télé France 3 Nord-Pas-de-Calais, reporter, présentatrice, vous avez vraiment gravi les échelons de façon extrêmement sérieuse. Oui, mais lentement, à mon rythme. Oui. J'ai coutume de dire que je suis une coureuse de fond, mais j'aime mon métier passionnément et je prends mon temps. Ça prend du temps, mais comme je l'aime, je me donne des objectifs et comme un bon sportif ou plutôt une bonne sportive, je me donne des étapes, des challenges et c'est comme des montagnes à gravir. Vous voyez, on a beaucoup parlé de Cannes il y a un certain temps. Les femmes en général montent les marches de Cannes. Moi, j'ai d'autres marches à gravir et d'autres palais à conquérir. Donc, on va revenir à l'histoire de... Vous n'êtes pas habitué à ce qu'on s'occupe de vous parce que c'est très très important dans votre existence. Et puis ensuite, alors, le JT de France 3 régional et la belle aventure de C'est mon choix sur France 3. Oui, c'était assez. Enfin, j'étais partie à TF1 à un moment. J'ai quitté le journal télévisé et puis j'étais partie à TF1 pour faire un talk-show qui s'appelait Evelyne, en matinale, qui n'a pas duré longtemps, mais qui était les prémices en fait d'un talk-show où en fait, pour la première fois en France, la population et donc les téléspectateurs pouvaient venir sur un plateau s'exprimer. C'était une sorte de démocratie directe. Alors certains ont pu dire vox populi, mais moi je crois beaucoup au rapprochement entre les gens et puis notamment aussi les élites, ceux qui sont les fameux professionnels de la parole et ça m'intéressait beaucoup. Mais c'est vrai que c'était un virage à 180 degrés. Beaucoup de mes confrères journalistes n'ont pas compris, d'autres qui me connaissent mieux l'ont compris, mais ça me correspond tout à fait parce que moi je pense chaque personne est unique dans la vie évidemment par essence, mais en même temps on peut être multiple et moi je suis assez éclectique dans mes goûts et dans mes choix aussi professionnels, avec toujours un fil rouge, les gens, les anonymes. Les gens, voilà. Nous avons à peu près le même fil rouge, vous et moi, Evelyne. Exactement. Alors, vous avez eu une popularité hallucinante. La France entière vous regardait, vous adorait. Et vous étiez quelqu'un de très réservé. Vous n'étiez pas quelqu'un dont on parlait beaucoup. Vous refusiez un peu tout ce qui était reportage. Vous étiez très, très réservé. C'est-à-dire que j'explique aussi que pendant les années C'est mon choix, j'avais un contrat qui me liait à la société de production qui me produisait, donc Réservoir Prod, et qui stipulait que toute la communication passait par Réservoir, et donc de toute manière j'étais tenue à observer la même confidentialité que Jean-Luc, et je m'y suis tenue parce que moi je suis quelqu'un de loyal et un bon soldat. C'est vrai que j'ai donné très peu d'interviews, puis ça correspond aussi à une nature assez pudique finalement, où je pense que le travail, et j'ai été élevée comme ça dans les préceptes très autoritaires finalement au début, mais qui m'ont marqué.
servi le travail avant tout. Le travail avant tout. Et pas s'occuper de soi, et pas être futile. Oh, je peux l'être aussi. Oui, mais ce qu'on vous a enseigné. Oui. Vous avez une enfance assez sévère, Evelyne Thomas. Oui. Enfin, assez sévère. Si mon père écoute l'émission, bien qu'à cette heure-là, il doit être couché, il va m'engueuler. Non, mon père était militaire, donc quand on est fille de militaire, on est élevé d'une certaine manière, on apprend certaines vertus, le travail, l'honnêteté, le courage, le travail, l'honnêteté, le courage, le travail, l'honnêteté, le courage. Ça revient en boucle. Donc, bien se tenir à table, avoir du respect par rapport aux gens, savoir rien que les vêtements, vous parliez des vêtements tout à l'heure. Oui. L'important pour mon père, c'était plus de bien présenter par respect par rapport aux gens, qu'effectivement être très coquette ou donc c'était pas du tout, j'ai pas été élevée dans cette chose-là, quoique ma mère était plutôt une coquette et même très très coquette. Oui. C'était très paradoxal finalement. Et tout d'un coup, alors cette popularité extraordinaire, et tout d'un coup on vous connaît différente. Alors est-ce que le public a suivi à ce moment-là? Moi je sais pas, parce que d'abord people, glamour, dans les endroits chics à la mode. Et on sent que ça vous a éclaté parce que ça vous était jamais arrivé, en fait, à cette époque-là. Non. Avant cette époque-là. C'est-à-dire que c'est pas ma vie de tous les jours. Moi, je fréquente pas les stars du showbiz. J'ai gardé les mêmes amis. Mais c'est vrai qu'à un moment, face à certaines personnalités qui ne venaient pas dans l'émission parce qu'elle était un petit peu décriée dans le microcosme, sauf vous, Macha, parce que vous me faisiez l'amitié de venir très souvent, je suis partie un petit peu en me disant, mais si je vais à la rencontre de ces fameuses célébrités qui ne connaissent pas l'émission, peut-être qu'ils vont changer d'avis sur les gens qui viennent et sur la teneur de l'émission. Donc ça a démarré comme ça. Je vis aussi avec un homme qui a 11 ans de moins que moi. Ah, ça on va en parler. Et c'est vrai, comme vous disiez tout à l'heure, il se trouve que tout d'un coup, vous rentrez dans un système où tout est beau, tout est paillettes, et vous vivez un conte de fées. C'est vrai que moi, j'ai passé mon temps à donner du bonheur, en tout cas, à vouloir donner du bonheur aux gens, en les relookant, en les rendant plus beaux. Moi, je me souviendrai toute ma vie d'une femme que j'avais fait venir en plateau et à qui elle devait avoir 45-50 ans. Toute sa vie, elle a souffert du fait que quand elle était petite, sa mère lui disait qu'elle était laide. Elle a vécu avec ce fardeau. Et puisque je parle beaucoup de ma mère dans mon livre et que j'ai vécu aussi avec un fardeau lourd, je sais ce que c'est. Et en discutant, on lui a proposé de la relooker. Et vous savez, le relook, c'est quelque chose qui peut paraître très futile, mais ça ne l'est pas tant que ça. On vit dans une société d'image aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, mais c'est comme ça. Et donc, elle non plus, elle n'avait pas l'habitude qu'on s'occupe d'elle. Ouais. Donc, selon la formule consacrée de l'émission, elle ne s'est pas vue pendant sa transformation. Et quand elle est arrivée sur le plateau, c'est une femme très intelligente, qui a un discours et tout, et qui avait beaucoup souffert. Et quand elle s'est vue dans le miroir, j'ai vu le regard d'une petite fille. Émerveillée. La petite fille à qui sa mère avait dit « tu es laide ». Et cette comptine qui lui trottait dans la tête depuis tout le temps, et elle s'était mise dans la tête qu'effectivement elle était laide. Et tout d'un coup, elle s'est vue, et elle s'est dit « mais c'est pas moi, c'est moi ». Et elle a pleuré, et c'était pas le genre de femme à pleurer. Et ça a changé sa vie, ça a changé la vie de beaucoup d'autres gens aussi, parce que tout d'un coup, on prend conscience, et puis voilà. Et c'est vrai que pour moi aussi, j'ai vécu ce conte de fées-là, parce que tout d'un coup, vous êtes plus glamour, on vous prête des jolies robes, et j'en ai fait aussi profiter tous les gens qui étaient autour de moi, tous les gens qui n'auraient jamais eu accès à de belles soirées, à de jolies fêtes, et c'est vrai que vous rentrez dans un espèce de tourbillon. Alors à un moment, c'est vrai que je me suis dit, que peuvent penser les gens? Ils se disent, ça y est, elle est de l'autre côté du miroir et tout. Mais en fait, ça partait pas du tout de cette démarche-là. Qui ne voudrait pas? Quelle femme ne voudrait pas être plus jolie aujourd'hui? Quelle femme ne voudrait pas porter les plus belles robes? Quelle femme ne voudrait pas aller dans une soirée? Regardez le succès extrêmement... Enfin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais le succès absolument mirifique de tous ces journaux people, comme on dit, et je les citerai pas, mais vous les connaissez. On se rue sur la star, on regarde les belles soirées, les belles tenues, et c'est pas pour rien, parce que ça fait rêver les gens. Et ça, ce rêve-là, c'est vrai,
pourquoi est-ce que j'y aurais pas droit? Mais ce qui est amusant, c'est que, vous voyez, en racontant ce parcours justement qui a été souvent galvaudé par certains, j'ai eu un mot d'un diffuseur que je connais depuis longtemps et qui m'a dit, en lisant le livre, il m'a dit: ah, je suis contente, Evelyne, je retrouve enfin mon Evelyne telle que je l'aime. Et tout à l'heure, je l'ai appelé, enfin un petit peu plus tôt dans la soirée, et je l'ai appelé, mais je lui ai dit: tu sais, j'avais jamais changé. Mais c'est vrai, j'ai vécu dans un espèce de tourbillon, c'était magique, c'était moi, beau. Quand je vous ai connu et qu'on a fait ce joli reportage photo avec des robes de grand couturier, j'étais très mal à l'aise. C'était comme une petite... Oui, vous vouliez pas. Ah bah non. Vous vouliez pas qu'on vous maquille trop. Vous trouviez tous les défauts de la tête. Vous disiez: c'est pas mon genre, je ne suis pas une femme sophistiquée. Et quand vous avez vu les photos, vous avez été très contente. Mais oui, parce que ça aussi, ça fait rêver. Ouais. Qui ne le voudrait pas? Moi, j'ai fait ça plein de fois dans l'émission, des filles qui se trouvaient très ordinaires. De voir votre émerveillement. Et alors, à ce moment-là, vous m'avez dit, on a fait une petite interview toutes les deux, et vous aviez connu votre mari, donc chez Réservoir Prod. Ce qui vous bouleversait, bon, il est plus jeune que vous, vous l'avez assez dit, et vous m'avez dit: c'est la première fois que quelqu'un s'occupe de moi comme ça. C'est vrai. C'est vrai que... Parce que ma mère m'a aussi éduquée d'une manière très très particulière, c'est-à-dire en m'inculquant des principes d'être une femme libérée, soit indépendante financièrement. En plus, elle avait une assez mauvaise image des hommes, ce qui est pas toujours facile quand on devient une adolescente. J'avais plutôt tendance à vivre seule quelque part, même si j'étais entourée d'hommes. Et vous débrouillez. Et puis tout d'un coup, vous rencontrez quelqu'un, et on résiste aussi, mais vous rencontrez quelqu'un dont on sent, en plus dans un milieu qui n'est quand même pas simple et facile, vous rencontrez quelqu'un qui vous protège complètement, qui vous entoure, qui vous sécurise. Alors au début on résiste parce que la femme libérée qu'on est ne veut pas. Et puis finalement c'est très doux et c'est très agréable. Et ça continue toujours, la belle histoire. Ah oui, contre vents et marées, dans les succès et aussi dans les aléas de la vie. C'est ça qui est amusant, parce qu'on pense toujours qu'un homme plus jeune qui sort avec une femme plus âgée, entre guillemets, même si je ne me sens pas vieille du tout. Au contraire, moi j'ai 15 ans dans ma tête, mais bon. Mais on a toujours le sentiment que ça va pas durer, qu'il est là. En plus, bon, moi j'étais connue Lupa, donc au début j'entendais bien les colibés. Ce que j'avais vécu en plus sur mes plateaux, où j'entendais aussi des femmes qui avaient des liaisons durables avec des jeunes, et au début on leur disait: oh là là, ils se tapent une vieille, c'est tout ce qu'on dit. C'est rare, parce que c'est complètement débile, voilà. Parce qu'en fait on voit pas pourquoi ça durerait pas, et c'est bien connu que les jeunes gens qui aiment les femmes un tout petit peu plus âgées qu'elles sont très passionnés, très jaloux et très attentifs. Ouais. Et puis maintenant, vous voyez, on voit même plus la différence d'âge. Et d'ailleurs, je trouve qu'il vieillit plus vite que moi, qui rajeunit sans chirurgie esthétique. Ce qu'on m'a aussi beaucoup reproché. Oui, mais on vous a tout reproché. Oui, d'ailleurs, on me reproche toujours tout. Qu'est-ce qu'on ne vous a pas reproché Oui, mais c'est peut-être parce que, d'abord, je pense que j'ai un parcours atypique, puis après, faire une émission populaire, c'est toujours un peu, en France, un peu compliqué. Je suis pas la seule à l'avoir dit. D'autres qui sont des hommes, Jean-Pierre Foucault et Michel Drucker, en ont beaucoup souffert. Une fois, j'ai reçu Michel Drucker sur le plateau, qui m'avait fait le grand honneur de venir, Foucault et Drucker. Et Drucker, en plus, c'est particulier, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Quand je suis arrivée à Paris, pour moi, les Champs-Élysées, c'était Champs-Élysées de Drucker. Et en plus, il se trouve que Michel Drucker est né à Vire. Vire, c'est la ville de naissance de ma mère. La famille Drucker, c'était les notables, et le frère de ma mère a été à l'école avec Jean Drucker. Des liens, voilà. Comme ça. Et donc il était venu sur le plateau, et il m'avait dit, je sais plus ce qu'il m'avait dit d'ailleurs, j'ai oublié, j'ai perdu le fil, je suis partie sur Vire avec ma mère, mais parce qu'il faisait aussi une émission populaire. Oui, il me disait, parce qu'il commençait à faire des confidences, parce que la longévité vous apporte certainement une sérénité, et se livrer plus. Et il m'avait dit, moi ce qui est terrible, c'est que ma mère, et quand on pense au parcours incroyable de Michel Drucker, quand même, sa mère n'avait jamais accepté ce métier, entre guillemets, de saltimbanque, ce métier d'artiste, ce métier de télévision. Elle aurait voulu que son fils soit etc. Et ça l'avait beaucoup touché. Et le jour où il a fait la une de Télérama, il était extrêmement fier, parce que c'était quelque part une revanche pour dire à sa mère, tu vois, finalement, j'ai pas si mal réussi. Et
toute proportion gardée, parce que je veux pas me comparer à Michel Drucker. Ouais, c'est un peu revanche à prendre. C'est un peu mon histoire, parce que ma mère aurait voulu que je me marie avec un médecin, un avocat. Il se trouve que j'ai toujours été avec des gens, avec des hommes d'origine modeste ou un peu rebelle. Ma mère, au début, quand je lui dis je veux faire journaliste, elle me dit oh là là, c'est pas possible, il y a trop de chômage dans la profession, tu ne seras jamais journaliste, donc tu vas faire du droit, ça au moins c'est du sérieux. Est-ce que vous l'écoutiez à chaque fois? Oui, mais au fond... Très obéissante, alors, oui, très. Mais toujours en rébellion. Obéissante, rebelle. Ouais, c'est-à-dire que c'était très ambigu parce qu'on avait un lien tellement fusionnel, elle et moi, et tellement passionnel. On était un couple puisque mon père était militaire et partait souvent en mer. En même temps, j'écoutais. D'abord, au début, quand on est petite fille, on écoute toujours sa mère, et puis après on grandit. Et en même temps, à chaque fois qu'elle me disait quelque chose, et à chaque fois que je sentais que quelque part, elle calquait sa personnalité sur la mienne et que ça niait donc la mienne, à chaque fois je me disais, mais finalement c'est ta mère et si elle avait raison. Donc j'étais sur un espèce de fil comme ça. Tout le temps, un équilibre. Oui, en me disant, mais... Un déséquilibre, pardon. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a tort? Et c'était pareil pour tout. Et le choix final, c'était le vôtre? J'ai beaucoup fait les choix de ma mère, et puis finalement, j'ai commencé à faire mes propres choix. Ça a été d'ailleurs le début de la descente aux enfers de ma mère. Elle n'a pas accepté. Elle n'a pas accepté, et elle sentait qu'elle allait me perdre. Et vous êtes fâchés? On s'est pas fâché. Elle était à ce moment-là, elle est tombée en dépression nerveuse. La dépression. À cause de votre carrière. Pas vraiment ça. Enfin, à cause du chemin que vous preniez, qui n'était pas tout à fait. Pas vraiment ça. J'ai appris d'ailleurs récemment. Et vous voyez comme quoi, je conseille à tout le monde d'écrire, même pour soi. Et on voit le succès des blogs aujourd'hui ou de l'écriture sur le net, qui est très importante. Écrire, ça remet les choses à sa place. Écrire, ça reste. Et j'ai appris récemment que finalement, elle qui m'avait accusée en mourant de l'avoir quelque part tuée, avait été dépressive pour des raisons extrêmement personnelles. Mais comme j'étais son seul lien, sa seule branche à laquelle elle se raccrochait à la vie, c'est moi qu'elle a accusée. Et mon père a découvert, donc en lisant ce livre, à quel point pendant plus de 20 ans, je m'étais meurtrie et en même temps construite sur cette culpabilité. Et il a été atterré, il m'a dit, je ne pensais pas du tout que tu avais vécu avec tout ça. Et je lui ai dit, mais je pensais que tu le savais. Et il m'a dit, mais tu n'as rien à te reprocher. Ta mère était dépressive pour d'autres raisons, alors qu'elle t'ait accusée peut-être. Et c'est terrible comme sentence. Oui, mais parce qu'elle ne vous disait pas sa vérité. Voilà. Mais en même temps, j'étais... vous êtes débarrassée aujourd'hui de cette culpabilité, Evelyne Thomas? Oh, est-ce qu'on... D'abord, les femmes on vit de manière séculaire avec une culpabilité, Macha, vous savez bien. On vit dans le mythe du prince charmant, on vit dans... Bon, c'est l'histoire d'Adam et Ève. Mais je sais pas si on se débarrasse de cette culpabilité. Moi, ce que je sais, c'est que elle m'a aussi construite, elle me forge. Maintenant, je suis maman. Ça m'a posé beaucoup de problèmes par rapport à l'éducation de ma fille, parce que je voulais ni reproduire ni faire l'inverse. Mais ça m'a apporté beaucoup de sérénité aussi. Et en ce moment, je suis très zen par rapport à tout ça. Je pense que même, je sais pas si on fait le deuil un jour de quelqu'un, mais je suis en paix avec elle. Et c'est l'objet de ce livre, dans lequel je pense, même si je raconte mon parcours journalistique et d'animatrice, je pense que chacun peut y puiser quelque chose. Et juste pour vous citer une anecdote aussi, j'ai une amie qui est la femme de quelqu'un que je connais, un ami de 30 ans, comme on dit. Je la vois dans les dîners, on se raconte des trucs, mais jamais des choses très personnelles. Elle a lu mon livre et elle m'a écrit une lettre de 3 pages dans laquelle elle me raconte sa vie. Donc elle s'est livrée, elle me raconte des choses très très intimes d'elle. On n'a pas tout à fait la même histoire, mais elle s'y est retrouvée. Et elle m'a expliqué à quel point le poids justement des préceptes de ses parents l'avait contrainte et l'avait enfermée dans une image qui n'était pas la sienne. Ça dure 3 pages et elle se justifie constamment de me dire, mais je sais pas pourquoi je te raconte ça, je sais pas pourquoi je te raconte ça, mais elle me dit, ton livre m'a libérée. Voilà, parce que votre livre a dû mettre le doigt sur sa propre plaie. Et ce qui est important pour moi, c'est que en dehors du fait d'abord de dire qui je suis et qu'on arrête de dire ce que je ne suis pas, parce que ça touche mes valeurs justice et sincérité, ce qui est aussi important, c'est que moi, je me suis toujours battue. Je suis une battante. Je me bats parce que j'ai la foi dans mon métier. Je me bats parce que j'ai la foi en les gens. J'aime ça.
Et je trouve qu'on vit dans une société, aujourd'hui, il y a beaucoup d'angoisse. Quand on voit les jeunes et le CPE notamment, c'est terrifiant qu'à 18 ans, on puisse se dire il me faut un CDI et un salaire. Moi, quand j'avais 18 ans, je pensais à tout sauf à ça, et ça traduit une terrible anxiété, une terrible angoisse dans la population. Les gens ont besoin d'être rassurés aujourd'hui, ils ont besoin d'optimisme, ils ont besoin de trouver à nouveau les portes d'entrée et les clés vers quelque chose. Et ça, c'est important. Et peut-être que si ça peut aider une personne à se dire, finalement, elle s'accroche, accrochons-nous aussi, j'aurais aussi gagné quelque chose. C'est très joli tout ce que vous dites. Alors, il y a eu des clashs, on ne sait pas ce qui s'est passé, on va pas revenir dessus, mais vous n'étiez pas content, vous êtes fâché avec votre maison de production, et puis vous apparaissez sur TF1. C'était une grande arrivée attendue. Et ça vous a pas fait peur, tout d'un coup, de changer complètement de registre? De toute manière, ce qui est important, et ce qui était important aussi pour moi, c'était de rectifier aussi le tir, parce que juste en 2 mots, on a dit que j'avais arrêté cette émission pour l'argent. Or, je n'ai pas arrêté cette émission pour l'argent. On m'en a proposé beaucoup pour la continuer, et j'ai refusé parce que là encore, cette émission, je voulais qu'on la continue. Je l'ai tellement portée, j'ai tellement aimé les gens qui sont venus, je l'ai tellement défendue que je voulais qu'elle continue non pas 1 an, mais 10 ans encore. Ouais. Et c'était important que sur le plan éditorial, on travaille, parce qu'une fois encore, mon père m'a toujours dit... Si tu veux y arriver, il faut travailler. Donc ça, c'est important. Ensuite, c'est la chaîne qui a arrêté la mission et pas moi. Un présentateur, à ce que je sache, n'a aucun pouvoir d'arrêter une émission. C'est un diffuseur qui arrête une émission. Mais c'est pas coproducteur ni producteur. Absolument. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et puis, je pensais être sur la grille de rentrée de France 3, comme on me l'avait assuré. Et puis, au mois de juin, il s'est trouvé que on m'a dit, c'est terminé, au revoir. Ce sont des choses qui arrivent. N'est-ce pas? Et voilà. Et puis après, la vie, vous encaissez, parce que c'est dur. France 3, c'était ma maison, j'y avais cru, j'avais fait aucune démarche, contrairement à ce qu'on a dit aussi dans la presse. Vous encaissez le coup. Et puis après, vous repartez à la bataille, parce que, encore une fois, je vous le dis, moi, j'aime tellement mon métier que je continue. Et puis, un jour, TF1 m'a appelé. Alors, peur, oui, parce que... c'est le grand saut vers la première chaîne européenne. Oui, et puis 20h50. C'est pas évident, vous avez une pression énorme. Ouais. C'était aussi une autre image. C'était aussi d'autres émissions qui entre guillemets, ne m'appartenaient pas dans la mesure où, nonobstant les projets, j'entrais dans une voiture qui appartenait depuis 12 ans à Jean-Pierre Pernaut. Et puis c'est difficile d'avoir 2 pilotes dans une voiture, et j'ai eu le sentiment que je brisais un peu la relation d'amour qu'il avait avec son public. Imaginez l'inverse, s'il était venu co-présenter C'est mon show avec moi, peut-être que les gens n'auraient pas été si contents. Au début, ça partait d'un bon sentiment, et j'ai très vite senti que ça collait pas. Est-ce que vous avez senti que c'était pas le type d'émission qu'il vous fallait, en tout cas? Vous trouviez pas votre bonheur comme je pense que j'étais pas tout à fait à ma place non plus. Mais bon, quand Étienne Moujotte m'a appelé pour me dire Evelyne, j'ai une super idée, il faut rebooster l'émission, venez avec Jean-Pierre, vous serez formidable, etc. Moi, j'étais enthousiaste. Et puis Étienne Moujotte qui vous appelle, c'est pas rien. J'ai beaucoup de respect pour Étienne Moujotte. C'est un homme cash, un homme intelligent. Ça va faire de l'effet quand il appelle Étienne Moujotte. Oui. Il m'appelle quand il veut. Et c'est quelqu'un qui, avec toutes les responsabilités qu'il a et la longévité aussi qu'il a à la télévision, qui est assez remarquable, a un grand sens populaire. Il a le sens de la télé, et j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Donc, vous dites oui, quoi. Et puis alors après, ça s'est cassé, c'est un peu cassé. Tout d'un coup, vous avez disparu. Je n'ai pas disparu parce que d'abord vous êtes passé de l'autre côté. De la caméra. Voilà. Vous êtes devenue productrice. Oui. Et vous n'êtes pas senti frustré parce qu'il paraît que les gens font de l'image, sont extrêmement malheureux tout d'un coup de ne plus en faire. Pas du tout. Pas du tout. Là, si vous me demandez juste après est-ce que la télé vous manque, je vais vous dire oui, évidemment. Mais quand j'ai eu la chance d'être la productrice exécutive de cette émission qui s'appelait Starting Over sur TF1, d'abord j'ai renoué un contact avec les anonymes. Ça, c'était formidable. Ouais. Ensuite, j'ai mis les mains dans le cambouis, comme on dit. C'est-à-dire que cette émission, pour la première fois, c'est moi qui l'ai fabriquée. Donc ça, c'était formidable aussi. J'en avais très envie. Ouais. Et c'était une belle émission.
c'était peut-être pas l'horaire tout à fait adapté pour s'occuper d'un coaching psychologique de femmes, mais je pense que c'était une très belle aventure. TF1 était très enthousiaste à l'idée de ce projet, qui est en plus un carton sur la NBC aux États-Unis. Donc en général, il y a pas de secret, mais en général, elle est programmée le matin aux États-Unis. Donc voilà, et moi, j'étais pas du tout frustrée. J'étais en régie, j'étais là. On a remonté une équipe. J'ai récupéré beaucoup de gens c'est mon choix. Une partie de mes équipes, on en a monté d'autres. On vivrait avec ces femmes. Des fois, on était en larmes, en pleurs, tout excité. On a recréé une famille. Et moi, j'ai toujours dit, c'est pas un vain mot, que la télévision et beaucoup d'ailleurs de métiers, que ce soit dans les entreprises, etc. C'est avant tout une famille, et j'ai recréé cette famille-là, et ça, c'était formidable. Ça, même en radio, l'équipe, c'est la famille. Ça, c'est absolument. Et on n'est rien tout seul. Donc là, l'image m'a pas du tout manqué, et ça m'amusait d'ailleurs beaucoup de m'occuper de mes deux coachs là qui étaient à l'antenne, et ça m'a pas du tout frustrée. J'avais une autre casquette, et j'aime beaucoup ça. Et maintenant, alors, Evelyne Thomas? Maintenant, alors, attendez, Starting Over, ça s'est arrêté au mois de décembre. J'étais un peu crevée, un peu lessivée. En plus, ces femmes m'ont donné, mais m'ont aussi pris beaucoup d'énergie. Et puis, j'ai ressenti un besoin viscéral d'écrire. Et là, je ne sais absolument pas pourquoi. Ramsey me demandait depuis 4 ans d'écrire quelque chose sur moi. Je aucune envie d'écrire, rien à dire, je travaillais. Et là, vous savez pas pourquoi, peut-être parce que j'ai 42 ans, que ma mère est morte à 44 ans et que j'ai un compteur interne qui me rapproche de ça, et qu'en plus, il se trouve qu'elle est morte le jour de mon anniversaire. Donc ça compte. Ça fait beaucoup. Donc le mois de janvier, en général, c'est pas un bon mois pour moi. Donc c'est plutôt un mois down, mais comme beaucoup de gens. Et là, il a fallu que ça sorte. Et donc c'est sorti. Ça vous a soulagé? Oui, et puis j'ai mis 4 mois à écrire ce livre. J'ai pesé tous les mots. Pour une fois, j'ai renoncé à ma valeur pudeur. Je me suis beaucoup posé de questions. Mais j'avais envie de dire les choses. Je pense que je les ai dites. Aller un peu au fond des choses. Oui. Ouais. Et puis c'est important de se recentrer. Vous savez, c'est vraiment comme un fil à plomb. Un fil à plomb, ça vous tend. Et là, tout d'un coup, les choses deviennent plus limpides. Ça met de l'ordre. Oui. Tout d'un coup, ça vous recentre. Et c'était important aussi pour moi de me recentrer, de savoir où j'allais, de savoir d'où je venais. Et voilà, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et encore une fois, c'était important face à un parcours qui a été quelquefois galvaudé, d'écrire justement sans le filtre des médias entre vous et moi. Ça, c'était important. Mais c'est votre vérité, pas à travers la vérité, pas les racontants ou les écrits des autres. Voilà, puis c'est même pas les racontants. Vous savez, je suis journaliste, des interviews, j'en ai fait beaucoup dans ma vie, je sais comment ça fonctionne. Vous faites une interview qui dure de 2 heures avec un journaliste, et puis il vous ressort 2 phrases qui, sorties du contexte, n'ont plus rien à voir, et tout d'un coup, ça vous colle une image. Là, je me suis dit, on va prendre le temps, puis on va se raconter. Pour ceux que ça intéresse, ceux qui ont envie de savoir, eh bien là, maintenant, ils sauront. J'entends encore l'onde sensuelle de ta bouche sur la mienne. C'était si fort, c'était si beau. La philosophie de ton souffle entre mes mots. Les plumes volent encerclées par tes ondes. Mes habits collent, faut que je m'inonde. Mais je ne sais plus où donner du crâne. Ça ne répond plus, j'attends la panne. Comment t'atteindre? Mais comment t'atteindre en sensuel? Toi qui me donnes des ailes, pourrais-je te rendre un jour éternel pour nous lier jusqu'au ciel? Sens si romantique m'ont troublé, onde magique.
Y a-t-il un sens à ta venue? As-tu un nom? Moi non plus. Mais comment t'atteindre? Mais comment t'atteindre? On ne s'en souvient. Toi qui me donnes des ailes, pourrais-je te rendre un jour éternel pour nous lier jusqu'au ciel? Mais comment t'atteindre? On ne s'en souvient. Toi qui me donnes des ailes, pourrais-je te rendre un jour éternel pour nous lier jusqu'au ciel? Alors, Evelyne Thomas, comment se comporte le public avec vous tous les jours? Parce que quand on est très populaire, on l'est pendant longtemps. J'imagine quand on rentre tous les jours dans la maison des autres grâce à la télévision, comment s'est comporté le public à travers toutes les étapes d'apparition, de disparition, de colère, de fâcherie, et maintenant le livre? Comment est-il dans la rue? Toujours aussi gentil. Ouais. Il y a je ne sais pas, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas l'analyser. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Je suis allée au salon du livre à Nice ce week-end et j'ai rencontré beaucoup de gens. Et il y a un monsieur de 85 ans qui ne faisait pas du tout 85 ans, très beau, enfin, il en faisait 60, magnifique. Il s'est approché de moi et il m'a dit des choses incroyables. Il m'a touché la main et il m'a dit plein de choses. Et tout d'un coup, je me suis effondrée en larmes. Alors, naturellement, il y a tout le monde. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est encore que ça? Quel artichaut. Enfin bon. Mais c'était ça, quoi. Et là, je vous prends la main. Ouais. C'est toujours comme ça. Ouais. Alors bon, je veux pas jouer mon public, ça veut rien dire du tout. Mais les gens, en tout cas, qui viennent me voir, on sent un lien. Je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est comme ça. Voilà. Quoi. Il faut pas expliquer l'inexplicable. Non. Puis voilà. Le public. Et puis j'en fais pas non plus ni un étendard ni rien du tout. On n'est absolument pas propriétaire de son public, sinon ça se saurait. Mais voilà. Enfin, ils vous regrettent. Ils vous disent qu'ils sont tristes depuis vous. Oui, mais en même temps, je leur dis d'abord c'est pas fini. Mais oui, c'est pas fini. Et puis c'est vrai que beaucoup regrettent, c'est mon choix. Je pense qu'on pourrait plus refaire cette émission aujourd'hui. D'autres s'y sont essayés. De Chavannes a essayé de refaire les émissions qui ont fait son succès. Je pense que la société évolue, il faut passer à autre chose. Mais mon credo, c'est de toute manière les anonymes. Ça, c'est évident, même si j'ai fait plein d'autres choses dans ma vie. Mais c'est sûr qu'il y a une nostalgie de cette émission où pour la première fois, sans prétention, avec beaucoup de premier et aussi de deuxième degré, on s'est amusé, on s'est ému, on s'est beaucoup énervé aussi contre certains, mais c'était le rendez-vous de l'après-midi des gens, quoi. Et puis vous avez rendu des tas de personnes heureuses puisqu'elles se sont transformées pour être mieux. Oui, ça aussi c'est toujours curieux parce que moi j'ai beaucoup d'humilité par rapport à la télévision, même si je suis une grande télévore, mais j'ai toujours coutume de dire que ça n'est que de la télé. Mais la télé, elle est tellement rentrée dans les foyers aujourd'hui, tellement importante. On en parle le lendemain à la machine à café. Faudrait faire des sondages maintenant pour savoir. Enfin, il y en a, mais j'ai pas pris mon petit tas de chiffres aujourd'hui. Mais tout le monde a la télé aujourd'hui à la maison, et les télés se multiplient aujourd'hui dans les foyers. C'est pas 2 par foyer, minimum. Oui. Et c'est très étonnant ce phénomène comme ça d'attachement à la télévision. Quand je recevais du courrier avec, moi je cite dans le livre beaucoup de gens qui m'ont marqué, et j'aurais pu tous les citer, mais malheureusement j'ai fait 1 millier d'émissions, c'était pas possible, mais je cite le courrier de cette jeune fille anorexique qui se laissait mourir. Elle n'était pas venue sur le plateau, mais elle m'a écrit un jour une lettre. On faisait beaucoup d'émissions sur l'anorexie. Et elle m'a écrit une lettre en me disant Evelyne, je pèse 30 kilos. Enfin bon, c'était une catastrophe. Elle me dit mais plus rien ne me rattache à la vie, mais vous êtes mon rayon de soleil chaque après-midi. Quand vous recevez ça, c'est comme un coup de poing dans la gueule. Vous vous dites mais d'abord qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant? Comment est-ce que face à une maladie si grave que comprennent rarement les autres et aussi les jeunes filles qui sont touchées par ça.
vous vous dites comment est-ce qu'on peut vous dire ça, quoi? Vous vous pincez, vous dites c'est pas croyable, c'est tant d'honneur, c'est tant de chaleur, mais c'est comme ça. Et en même temps, je reste très humble par rapport à ça, parce que je n'ai pas envie d'analyser ce phénomène. C'était comme ça, et elle m'a beaucoup touchée. Et j'espère qu'elle est encore parmi nous. On en appelle pour vous, Evelyne. Allô? Allô, Macha? Oui, bonsoir. Alors, vous voulez poser une question à Evelyne Thomas? Bonsoir. Ah, parce que je peux poser comme question, c'est que je regrette beaucoup son absence. À la regarder, c'était déjà un bonheur. Oui. Et je regrette beaucoup, je serais infiniment votre absence, qui, je crois, vous avez tellement remué les foules que je pense pas que si on fait revenir sur RTL Bouvard, alors vous êtes 50 000 Bouvard. Oh là, mon Donc, Dieu. J'ai beaucoup de respect pour oui. Philippe Bouvard, qui m'a dit d'ailleurs de gentilles choses juste avant de me m'inviter la semaine dernière aux grosses têtes. Et Bouvard, en général, n'est pas un tendre, et en plus, envers les femmes, il est assez costaud. Hein, donc, je suis très flattée. Mais non, je ne vaux pas 50 000 Bouvard, mais je suis très... Non, je parlais pas oui, pour vous. J'ai bien compris ce que vous me disiez. Pour Macha. Vous, je vous adore. J'aime beaucoup votre façon d'être à la télévision. Pour vous, je n'ai jamais raté un après-midi. C'était un plaisir de vous voir. Ça, je vous regrette beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me touche ce que vous me dites, mais alors, j'espère que ce que je disais, c'est parce que j'ai l'opportunité de voir Macha près de vous, et que je pensais l'appeler. C'est pas facile parce que il y a beaucoup de monde qui l'appelle, et on lui dit toujours un peu la même chose, mais tout ce qu'on dit, il n'y a pas 1000 mots pour dire ce qu'on pense, quoi, à ce sujet. Moi, je sais que je vais écrire. J'ai contacté Benoît qui a appelé 2-3 fois Macha. On va tous faire quelque chose, tous. C'est très gentil. Ben, il faut faire aussi pour Evelyne. Mais moi, pour Evelyne, c'est déjà moins grave. Et je pense que Evelyne, elle a, je sais pas, elle pourra se défendre. Elle n'a pas évidemment votre longévité, c'est 29 ans, et j'ai écouté ce qu'elle a dit pour l'anorexique, mais ce que vous avez fait depuis 29 ans, ce que vous continuez à faire même maintenant, avec votre propre peine, vous êtes admirable. Vous avez constitué autour de vous tout un cercle d'amour qui vous porte. Espérons que ce cercle et qui, d'amour... j'espère, ça va aboutir. C'est très gentil. Mais ça n'est pas possible, Macha. Moi, je comprends tout à fait ce que vous dites. Ah oui, j'en suis certaine. C'est vrai que Macha et moi, on a une histoire différente. D'abord, je me souhaite la longévité qu'elle a et qu'elle aura encore. Mais l'histoire est différente. Moi, c'est vrai que et c'est ce que j'écris dans mon livre, j'ai un parcours très éclectique et qui a toujours été chaotique. Moi, les revers, les rendez-vous manqués ont fait toujours partie de ma vie, et ils m'ont toujours construite. Donc j'ai un peu l'habitude, et finalement ça m'affole pas trop. Alors je veux pas jouer les filles cool, hein, c'est pas ça. Mais ça me tanne aussi, ça m'endurcit. Mais ça me donne aussi toujours la force de me battre et de continuer. Moi, ma force, elle est là. Il faut, Evelyne, il faut. Vous le méritez, vous êtes si jolie à regarder. Mais vous êtes adorable. On la reverra, notre Evelyne, bien sûr. Pour moi, vous êtes un régal. Mais je me suis régalée de la publicité que vous faisiez pour vos cheveux. C'est vrai. Pourtant, d'autres se sont régalés à la critiquer. On la retrouve là, aussi belle, plus belle que jamais. Bon, écoutez, c'est Natacha Amal qui m'a remplacée, c'est pas mal non plus. Ouais. Ah oui, vraiment. Merci. Bon, moi, je l'ai vu un petit peu dans l'émission dit là au soleil. Elle a une pêche d'enfer, elle est belle, elle a la classe, elle a tout, elle a le cœur, elle a mille qualités qui font que cette femme doit rester au poste où elle est. Et je crois qu'on va qu'on va agir de telle sorte que ça n'est pas possible autrement, je crois. Je vous embrasse très fort, et Evelyne était très heureuse de vous entendre. Merci beaucoup pour vos gentils. À très bientôt. C'est de bon cœur. Nous avons un autre appel, chère Evelyne. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir Macha, c'est Monique. Monique, alors. Nous étions parlé il y a quelque temps.
Oui. Je vous avais parlé de Tamara de l'Empika, ça va peut-être vous mettre sur le Ah sur le oui, chemin. je me souviens très bien de vous. Vous vous souvenez très bien. Tout à Voilà. fait, Eh bien, oui, écoutez, Macha, comme tout le monde, nous regrettons votre départ, mais je suis sûre que la femme cultivée que vous êtes et intelligente fera quelques apparitions à la télévision dans des émissions. Où, J'espère vous savez, je sais pas, je voudrais qu'Evelyne m'engage. Bah écoutez, vous savez, pas dès que forcément. je reviens, c'est fait. Voilà, j'entends Evelyne Thomas, à laquelle Bonsoir, je vais Monique. demander. Oui, bonsoir, Evelyne. Mais j'espère, Macha, parce que vous savez, des personnes, quand on a c'est ce que je dis, le privilège de l'âge, c'est d'avoir des choses à raconter, Bien d'avoir des sûr. choses à dire. Et c'est nécessaire pour la jeunesse, pour les jeunes. Et Tout à tout ce que fait. vous avez fait, oui, tout ce que vous faites, tout ce que vous avez vécu, vos expériences, et vous avez joué dans des films, vous étiez extraordinaire, vous étiez très très bien, vous avez une personnalité étonnante, vous aviez un visage très intéressant. Plus Merci que beau, c'est beaucoup. mieux que beau, encore mieux que beau. Que souhaitez-vous poser comme question à Evelyne Thomas? Alors, Evelyne Thomas, oui, pardon, puisque, c'est elle, en fait, qui est l'invitée. Oh, mais la Eh, star ici, c'est Mais Macha. non, mais Hein. pas Je du suis tout, il n'y a désolée, pas de star. excusez-moi. Dommage qu'on n'ait pas de Alors, caméra écoutez, pour que vous voyez le studio, oui, moi, Monique. je C'est voudrais très savoir impressionnant. Si vous avez vraiment l'intention de refaire de la télévision, mais dans un autre style, en ayant d'autres genres d'invités, d'autres thèmes, en abordant d'autres thèmes. Pourquoi vous avez Est-ce envie que de vous quoi, souhaitez Monique Vous avez envie de quoi, Monique, vous? Moi, écoutez, rien de très précis, mais disons que, par exemple, vous pourriez parler en variant et donner des chances aux jeunes. Je parle pas de chansons, hein, mais dans le théâtre ou peut-être dans diverses choses comme ça, ou peut-être dans la mode, mais en faisant une sorte d'historique, un peu des choses. Enfin, vous voyez, des choses qui sortent un petit peu du train-train quotidien, de ce que l'on voit actuellement. Et vous êtes capable de le faire. Mais Evelyne a beaucoup d'idées dans son Avez-vous une panier. idée? Non, moi, j'ai plein d'idées, vous savez. Plein d'idées. Oui, j'ai toujours Et plein. par exemple, une. Non, mais je peux pas vous les Pas dire donner ici les parce que idées. d'abord par superstition, vous savez comment c'est. Non, je peux pas être On touche du protégé. bois, il y en a plein là dans Oui, ce oui. studio. Et je tape bien fort pour que vous entendiez le bois. Non, moi j'ai des idées, mais maintenant moi j'ai un credo. Vous savez, j'aime les interviews, j'ai toujours adoré ça. Mais oui, justement, vous pouvez interviewer, mais bien sûr, c'est dans le théâtre, Et ça c'est mon fil rouge. Après, encore une fois, il faut s'adapter à l'ère du temps. C'est très important. Moi, je suis à l'écoute de la société, j'entends ce qui se passe, je vois. Ah, bien sûr. Et c'est important de trouver des émissions, et c'est pour ça aussi que je me bats beaucoup et que j'adore toujours mon métier, c'est que je pense que la télévision, elle vous appartient, notamment sur le service public, mais aussi elle vous appartient tout court, même quand c'est une chaîne privée. Et je pense que la télévision, elle doit être en prise avec vous, avec nous donc, c'est-à-dire avec le pays réel. Et il faut trouver des... En faisant se poser quand même des questions aux gens, et non pas, parce que vous savez, ils ont tellement l'habitude, pas d'être d'une sorte de gavage, disons le mot, hein, de tas de choses, que finalement, il faut de temps en temps qu'ils s'interpellent, qu'ils se posent des questions. Il faut un petit peu les prendre un petit peu à contre-courant, vous comprenez, pour pouvoir leur faire se poser des questions, et pas aller toujours dans le sens voilà, du troupeau. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est de toute manière toujours le leitmotiv qui m'a tenu depuis des années, puisque moi, quelles que soient les émissions différentes que j'ai faites, j'ai toujours plaidé pour la vulgarisation, entre guillemets, de plein de choses. Je vous ai dit, j'ai commencé en faisant à la télévision une émission culturelle, et je me débrouillais pour qu'elle soit accessible à plein de gens. J'aime ça, c'est mon truc. Quand j'étais journaliste, entre guillemets, pur et dur, je faisais en sorte que ça soit aussi accessible. Donc ça, c'est mon credo. Après, vous dire exactement ce que je vais faire demain, ça, je peux pas vous le dire. Mais voilà, ça c'est mon fil rouge, et puis après on change pas non plus une personnalité. Moi je suis comme je suis. Est-ce que vous y avez pensé? La radio, bien sûr, j'y pense. Mais j'en ai fait en plus, j'en ai fait sur RMC. Oui, parce que une émission, vous savez, la radio, c'est quelque chose, moi, qui m'a accompagné toute ma vie. Parce que venez, vous avez une voix qui vous suit comme ça. C'est passionnant. Hein? J'en fais moi-même une petite radio locale, hein? Mais j'adore ça. Et vous savez, une voix, c'est très important. Regardez la voix de Macha. Hein? C'est mieux quand on la voit encore. Mais vous aussi, vous avez quelque chose. Une voix, vous voyez, votre voix au téléphone est très plaisante. Ah, c'est agréable.
Eh bien, oui, c'est très plaisant. Et donc, je pense que vous avez pensé à ça aussi? Oui, j'y pense, mais de toute manière, comme j'en ai déjà fait, c'était aussi un média auquel je n'avais pas touché il y a quelques années. J'ai eu cette proposition d'RMC, ça m'a beaucoup plu. Oui. Et c'est vrai que la radio, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître. Et c'est intéressant, hein. Sur un média sur lequel j'aimerais beaucoup retourner. C'est captivant, hein, Oui, voilà. Tout à fait. Puis il y a une immédiateté. Moi, ce que j'aime beaucoup, surtout, c'est la possibilité d'être en dialogue permanent avec vous. Oui. Ça, c'est formidable. Ce qu'on ne peut pas toujours faire à la télévision, parce qu'il y a de moins en moins de direct, et en plus, il y a très peu d'interactivité avec les téléspectateurs. Oui, Merci de votre appel. Bon, eh bien, Evelyne est écoutez, toute contente. Macha, Merci à vous. tous mes meilleurs vœux pour l'avenir et le plaisir de vous revoir à la télé. Evelyne, je vous dis bonsoir. Merci. Et merci d'avoir répondu à mes questions. Mais c'est un plaisir. Je vous souhaite les meilleures choses. Oui, on dit les 5 lettres en général dans le métier. Absolument. Et ne me les dites pas et je ne vous réponds pas. Moi, je ne l'ai pas dit, mais je le pense. D'accord. À très bientôt. Alors, écoutez, bonsoir à tous. Bonsoir. Et bonne nuit à tout le monde. Au revoir. Alors, c'est quand même adorable, les messages comme ça. Oui, ça touche toujours. Des tonnes. Mais la radio, c'est du direct en plus. Bon, c'est vrai qu'il y a le courrier, il y a les mails, tout ça, mais quand on a les voix comme ça, vous imaginez le chagrin que je peux avoir de partir, parce que pendant 29 ans, quand on a des réponses directes comme ça des auditeurs, vous connaissez la radio, c'est extraordinaire. Oui, puis en plus, vous, c'est encore un univers particulier, parce que vous, c'est la nuit. Oui. Et la nuit, ça va paraître un petit peu impensif, mais c'est vrai que la nuit, les gens sont très différents. D'abord, ils se sont confiés à vous et ils continuent à le faire pendant des années. La nuit, les gens se lâchent, se débrident, ça masque. Voyez, moi je connais beaucoup de gens qui sortent la nuit d'ailleurs, qui sont phobiques du jour, par exemple. La nuit, il se passe plein de choses. Hein, et je pense qu'en plus, cet univers particulier que vous avez partagé avec eux doit vous sensibiliser encore plus. C'est-à-dire qu'on a vécu beaucoup d'émotions, comme vous avez vécu beaucoup d'émotions avec vos téléspectateurs. C'est pas forcément du triste tous les jours, c'est du joyeux, du gai, du drame. C'est la vie. L'émotion, c'est la vie. Voilà, qu'est-ce qu'on essaie de donner à la télévision, à la radio, c'est la vie. En tout cas, votre vie, vous la racontez pas toute, hein. Pas toute, oui, il y aura une suite. Oui, puis une autobiographie à 42 ans, c'est un peu prétentieux. C'est un peu jeune, même moi, je l'ai pas encore faite. Voilà. C'est juste l'explication d'un parcours. Oui, mais c'est bien d'expliquer. Oui, c'est important. C'est important. Il faut prendre son temps, vous l'avez pris, avec un peu de recul. Chaque mot compte, et chacun va vous connaître davantage, mieux, et va remettre un petit peu les choses en place. Voilà. J'espère, je suis contente que vous soyez venu à mon émission. C'est déjà fini? C'est déjà fini, voilà. Alors, je rappelle votre livre, Entre vous et moi, publié chez Ramsay. Je vous dis ce qu'on se dit dans ce métier. Aussi à vous. Vous me le dites à moi, j'en ai besoin. Et puis, je suis sûr qu'on se retrouvera quelque part. Toujours. À bientôt. Merci, Macha. Bonne nuit. Eh bien voilà, je vous quitte déjà et je vous retrouve au soir du prochain lundi pour notre avant-dernière semaine ensemble dès minuit. Je vous souhaite un magnifique week-end d'été et pour l'instant, finissez tranquillement la nuit à l'écoute de France Inter et de Serge Levaillant. Et bien sûr, je vous embrasse très doux, très doux. Au revoir à lundi, minuit. Il est 1h du matin, bien sûr vous écoutez France Inter. Les informations, José Sétien. C'était un virtuose des mots pour Bernard Pivot, un troubadour des temps modernes pour Valéry Giscard d'Estaing. Les hommages se sont multipliés pour saluer la mémoire de Raymond DeVos. L'humoriste s'est éteint hier à son domicile à 83 ans. Il avait fait une attaque cérébrale il y a plusieurs mois. Il était rentré chez lui à Saint-Rémy-les-Chevreuses il y a 2 semaines. À Nantes, un homme de 33 ans a été mis en examen et écroué.